Bienvenue, c'est la Culture, émission spéciale. En février dernier, à Paris, se tenait la 47e cérémonie des Césars et sa présidente était Danielle Thompson. Et nous, on était là, à poireauter, essayer d'attraper les stars sur le tapis rouge dans l'allée de l'Olympia. Et puis, lorsqu'on l'a vue, on a crié « Mais Danielle, Danielle !» Et Danielle Thompson est venue à nous, elle nous a donné le fameux petit son qu'on passe généralement aux infos sur les Césars. Et puis, elle nous a promis une interview plus longue, un moment plus particulier, posé. La voilà, elle a tenu sa promesse, merci. Ce qui est déjà très, très élégant et on est fou de joie parce que Danielle Thompson, c'est déjà d'abord le cinéma qu'on aime, populaire, choral, familial, avec des amours, des déceptions, des embrouilles, des quiproquos. C'est un cinéma qui zigzague, qui surprend, qui se réinvente de la boum à la reine Margot. Bref, c'est la vie. Et puis Danielle Thompson, c'est aussi la fille de Gérard Houry. Et là, évidemment, il y a plus photo du tout. Ils ont fait ensemble quelques 11 films. On a plus ou moins compté, ça fait 68 millions d'entrées. On ne parle même pas des rediffs à la télévision. C'est Bourvil, de Funès, Belmondo, les plus grands, les plus grandes du cinéma français. Et puis avec elle, c'est aussi un pan de l'histoire de France, en même temps l'histoire des Juifs de France. Autant vous dire qu'on aimait vraiment, mais bien content qu'elle soit avec nous. Et merci 1000 fois. Je vous l'avais dit que je vous dirais 1000 fois toutes les 2 secondes, voilà. Donc on remercie à nouveau. Danielle Thompson, vous pouviez pas donner l'interview tout de suite parce que vous étiez en montage. Vous revenez du Sud. J'étais en tournage. Voilà, vous étiez en tournage. Là maintenant, vous êtes en montage et vous avez accepté de venir encore. C'est encore plus gentil. Vous avez tourné 6 épisodes, 52 minutes sur Brigitte Bardot avec la merveilleuse actrice Julia de Nunes. Et vous êtes focus sur 10 ans de Brigitte Bardot. Alors oui, on a décidé, donc Christopher Thompson, mon fils, avec lequel j'ai tout écrit, et en fait nous sommes divisés, ces fameux 6 épisodes dont vous parlez, 3 et 3, donc on a décidé tous les deux qui allait faire quoi. Enfin, ça a été un petit peu difficile de choisir, mais on a choisi chacun un épisode et on a donc commencé cette aventure qui est d'ailleurs une aventure un petit peu inédite parce que je crois que une direction avec 2 metteurs en scène, mère et fils, n'a pas dû se faire très souvent dans l'histoire du cinéma ou de la télévision. Mère et fils, non. Pardon ? Mère et fils, non. Mère et fils, très peu. Donc voilà, on a vécu ça avec beaucoup d'intensité, de joie, de fatigue, Bien sûr. Et on a terminé il y a une semaine, et voilà l'image de cette magnifique jeune femme qui vient d'avoir 22 ans, et Julia, qu'on a choisie parmi beaucoup évidemment de candidates quand on a cherché l'idéal pour incarner, parce que c'est pas seulement ressembler, mais pour incarner le destin de l'incroyable destin de cette autre jeune fille des années 50. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette période-là, dans ces 10 années-là? C'est la couverture du L, c'est ses 18 ans, son mariage avec Roger Vadim, c'est la liberté, c'est Dieu crée la femme. Mais c'est l'histoire incroyable de ce mélange entre cette époque qui est encore une époque très austère. On est encore dans l'après-guerre, on est dans les années 50. On n'est pas dans les années 60, dans le créneau qu'on a choisi, puisque ça s'arrête en 60. Donc, vous savez, cette fameuse libération des mœurs dont on a parlé tellement autour de mai 68. Mais là, on n'est pas du tout en mai 68, on est en 55, quand elle tourne avec son mari, puisqu'elle s'est mariée à 18 ans avec Roger Vadim. Elle a 15 ans quand elle le rencontre, il a 21 ans, lui, à l'époque. C'est un tout jeune homme qui n'a encore rien fait, et qui est reporter à Paris Match, mais qui a des ambitions de metteur en scène, et qui finit par faire ce film qui devient une sorte de phénomène mondial, avec cette jeune fille qui devient elle-même un phénomène mondial. Bien sûr. Et ça, c'est très intéressant par rapport à justement tout ce qui se passe à l'époque autour de la sensualité, de la sexualité, de la liberté des femmes. Quelque chose de nouveau est né avec cette jeune fille. Et c'est ça que vous avez... Et c'est ça qui est très passionnant. Et puis ce qui est très passionnant aussi, c'est que ce destin qui est une sorte de conte de fées, parce qu'après tout, on rêve, je pense, quand on a 15 ans, 20 ans, d'un métier qui vous fait bien vivre. Je ne parle même pas de succès, mais d'une réussite dans la vie, de rencontrer un ou plusieurs hommes qu'on va aimer. On rêve de tout ça. Et ce rêve se transforme très vite en une forme de cauchemar. Parce que du jour au lendemain, au moment où ce film va sortir dans le reste du monde, eh bien, ce monde entier va devenir une sorte de prison.
parce qu'elle ne pourra plus vivre libre. Un petit mot, Daniel Thompson, sur le casting qu'on trouve exceptionnel. Yvan Attal, producteur Raoul Lévy, Louis-Do de Langzin, Henri-Georges Clouzot, Laurent Stocker, Pierre Lazareff, c'est génial, Laure Marsac, c'est Christine Gouze-Reynal, Bernard Murat, c'est Léon Mussel, et surtout Victor Belmondo, le petit-fils de Jean-Paul. Est-ce que c'était votre façon à vous de perpétuer ce lien fort qui unit la famille Belmondo à la famille Houry-Thompson ? C'est un hasard parce que il se trouve que Victor a fait des essais magnifiques, qu'il y a quelque chose en plus qui correspondait complètement physiquement au personnage de Vadim, ce séducteur de femmes plus tard. Puis il se trouve que c'est Victor qui était le meilleur. Je voudrais ajouter d'ailleurs à la distribution ma belle-fille Géraldine Pellas qui joue sa maman. Oui, la femme ou la compagne de Christophe. Voilà, la femme de Christophe. Exact. Vous étiez heureuse de présider les Césars. Je veux dire que c'était un contexte particulier. Est-ce que vous avez reçu des lettres, des menaces? Parce qu'en 2010, je le rappelle, vous avez été très très rare à soutenir Roman Polanski. À vos côtés, il y avait Isabelle Huppert, il y avait Milan Kundera, Isabelle Adjani. Enfin, voilà. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez accepté? Est-ce que vous avez craint quelque chose? Non, je dois dire que j'ai pas du tout pensé à ça. J'ai pensé simplement à ce bonheur de retrouver d'abord une salle pleine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était, après ces 2 ans de pandémie, avec des cérémonies bizarres. Nous avons eu vraiment une quantité de films absolument magnifiques, et c'était surtout ça pour moi qui comptait. J'ai pas du tout pensé. D'abord, j'ai eu aucune menace du tout. Non, ça s'est passé d'une manière extrêmement pacifique. Et je ne pense pas du tout que pour moi, ces Césars aient été une manifestation politique. Donc, je ne suis pas du tout allée là dans cet esprit. J'étais très honorée qu'on me demande d'être la présidente. Il y a eu peu de metteurs en scène, donc la plupart du temps sont quand même des stars, ce que je ne suis pas. Et j'étais. On doit vous ramener souvent à votre papa, et on va le refaire à nouveau pour la millionième fois. Mais voilà, Daniel Thompson, vous êtes né en 1942 à Monaco, et votre papa, Gérard Houry Tenenbaum, ne vous a pas déclaré ni reconnu. Vous voulez bien nous expliquer pourquoi ? J'avais 2 grands-parents juifs, et donc effectivement, selon les fameuses horribles lois de l'époque, j'étais en danger s'il y avait eu évidemment une arrestation. Et donc mes parents se sont d'abord installés en zone libre où je suis né, donc à Monaco, et puis on réussit, quand j'avais à peu près j'avais quelques mois, ils ont réussi à se réfugier en Suisse où ils ont trouvé du travail. Parce qu'en Suisse, il fallait avoir soit de l'argent, soit du travail. Sinon, c'était pas facile non plus de s'installer en Suisse pendant la guerre, quand on voulait échapper aux nazis. Mais enfin, grâce à ces décisions qu'ils ont prises, c'était des très jeunes gens. C'était des gens de 22, 23 ans qui ont eu cette incroyable chance d'échapper à l'horreur, mais qui ont vécu de grosses difficultés pour y échapper. Et donc, grâce à ça, je suis là. Est-ce que c'est une forme de résilience, de victoire suprême, de faire la grande vadrouille, de mettre des costumes nazis et d'être un carton absolu dans l'histoire du cinéma français, l'as des as, de mettre des croix gammées, de faire ce petit garçon qui est sauvé par cet entraîneur? Est-ce que c'est de la résilience? Est-ce que c'est de la vengeance? Est-ce que c'est... Non, de la vengeance, certainement pas. Oui, de la résilience, certainement, oui. Il y a dans les films de mon père, que vous avez cités, beaucoup de choses très, très, très personnelles, en fait, que les gens ne connaissaient pas, que ça ne regardait pas, en fait, le spectateur. Mais vous avez l'air d'être très pudique dans la famille Houry-Thompson, je trouve. Non, je pense pas particulièrement. On est des bons vivants, on aime beaucoup rire, on aime beaucoup... Mais enfin, c'est vrai que dans les films de mon père, qui sont ces films qui sont devenus mythiques et que les gens aiment tant et dont j'adore parler, parce que évidemment, ça me fait toujours très très plaisir, il y a ce fond, en effet, de ces années de guerre, je pense, qui a énormément marqué mon père, et non seulement la guerre, mais le retour après la guerre, parce que c'était très compliqué. Il avait complètement perdu cette aura qui était le fait de rentrer en 1939 à la Comédie Française, sortant du conservatoire avec un beau prix. La vie était belle. Et puis tout à coup, et Dieu merci, ils ont eu là, effectivement, beaucoup grâce à ma grand-mère, la lucidité de ne pas se faire recenser. Et
je suis désolée, je regarde en même temps tout ce qui passe, oui, parce que je trouve ça formidable. Parce qu'on vous aime, vraiment toute l'équipe a beaucoup travaillé pour vous recevoir et on les remercie. Donc ils ont eu la lucidité finalement de partir, de quitter Paris, donc ils n'ont pas donc subi évidemment la rafle du Veldiv, enfin tout ce qui les attendait. Et puis, malgré les difficultés de la vie, d'avoir le courage aussi, sans être marié, d'avoir une petite fille que je suis, dans un moment où, voilà, ils avaient faim, ils avaient froid, je veux dire, c'était dur, mais ils avaient 20 ans, 22 ans, 23 ans, et ils ont tenu le coup, et puis, mais le retour en France a été difficile pour lui. Ses copains du conservatoire, François Perrier, Bernard Blier, toute cette bande qui était ses grands amis avaient continué à travailler, ce qui était tout à fait normal pendant l'occupation, et pas lui. Et donc il avait tout à reconstruire, et il a commencé une carrière de comédien qui nous a permis de très bien vivre quand j'étais enfant, mais qui ne le satisfaisait pas parce qu'il n'était pas au niveau de ce qu'il espérait faire, et surtout je pense qu'il avait en lui ce besoin d'écrire et de raconter ces histoires qu'on a découvert plus tard. Alors le point de bascule c'est Louis de Funès, mais avant ça juste une dernière question, vraiment question un peu neuneux, pardon, mais est-ce que c'est la Shoah, c'est l'histoire de France, c'est l'histoire des Juifs, le fait d'être fille unique peut-être, ou qui vous a engagé dans ces films choraux sur les familles, choraux de chorale, sur les familles nombreuses? Non, je pense pas. Je crois que d'abord j'ai fait ce magnifique apprentissage avec mon père, donc sur ces films qui ont été un travail fou et qui m'ont passionné. 11 films, c'est ça, avec lui? Oui, je crois, oui. Et puis, il y a eu un moment donné où, en effet, j'ai commencé à travailler avec d'autres metteurs en scène. C'est toute l'époque, effectivement, de ma rencontre avec Claude Pinoteau, avec Patrice Chéreau, etc. Et il était d'ailleurs très heureux et très fier du fait que tout à coup, j'avais aussi un petit peu quitté ce nid, même s'il était un nid de travail énorme. J'ai commencé à travailler avec d'autres metteurs en scène. Et puis, petit à petit, cette idée qu'on n'arrêtait pas de me mettre dans la tête, mais j'avais une sorte de résistance qui s'apparentait beaucoup à de la peur d'ailleurs, qui était de faire mon film, et donc de faire mon film, qu'est-ce que ce serait que mon film ? Et donc ça a été La Bûche, qui est une sorte de mélange de plein de choses que j'avais fait avant, avec un style qui est un peu le mien, qui est de mélanger toujours un peu la tragédie et la comédie, mais quand même dans La Bûche, il reste des choses sur, en effet, cette famille, avec le personnage de Claude Rich, qui joue ce violoniste. Il y a de votre famille à chaque fois. Oui, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses qui se ramènent évidemment à mes racines, à mon enfance, à tout ce que j'ai entendu. Alors, question un peu perso, mais vous pouvez ne pas répondre, mais est-ce que l'histoire, la Shoah, les Juifs, est-ce que ça a été dit, est-ce que ça a été transmis, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous avez transmis à vos enfants, votre fille, votre fils, ou pas? Alors, ça a été très peu transmis dans mon enfance, parce que je fais partie de cette génération des enfants de la guerre, et du fait que d'abord, il n'y avait absolument pas de religion dans mon éducation, mais il y avait une identité. Qui venait aussi beaucoup de ma grand-mère paternelle, qui avait ce passé, cette famille de sa mère, les Goldner, la tombe qui est aujourd'hui celle où se retrouvent mon père, ma mère, Michel, Morgan, ma grand-mère, etc., qui était en effet la tombe de cette famille Goldner, qui est la famille de ma grand-mère, qui étaient des gens qui étaient arrivés en France 200 ans auparavant. Donc il y avait cette très forte identité. Et puis, je pense, par exemple, puisqu'on va parler forcément de Rabbi Jacob, cette fascination, non pas d'ailleurs pour la religion, mais pour le rite. Oui, le rituel par exemple de cette communauté hassidique qui a été
le grain qui a donné cette plante qui est devenue ce beau film, de ces personnages mystérieux qui sont restés d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous un mystère, parce que c'est vrai que... c'est un mystère. C'est un mystère. Et donc, et en même temps, il y a quelque chose de très joyeux dans cette communauté, la musique, bien sûr, la danse, l'espèce de joie de vivre et en même temps d'ascétisme. Enfin, c'est très extraordinaire, tout ça. Donc, mon père avait cette fascination-là, mais c'est vrai que je n'ai eu, moi, aucune éducation religieuse. Mais vraiment, une forte notion d'où je venais, et puis là, et cette notion, alors là, que j'ai toujours eue, finalement, d'être une rescapée. Mais une rescapée sans le complexe de ceux qui sont revenus de l'horreur et pourquoi moi, enfin qu'on connaît, mais quelque chose qui fait que, comme je vous l'ai dit au début de cette interview, je pense que ces gens ont été absolument lucides et conscients de ce qui se passait et qui fait qu'aujourd'hui je suis là, ma famille est là, mes enfants, mes petits-enfants. Qui en effet, il y a une phrase que j'ai mis dans la bûche et à laquelle je pense souvent, c'est quand Claude Rich dit à sa fille, qui est jouée par Emmanuel Béard, il faut que tu dises à ton petit garçon que si les méchants avaient gagné, il ne serait pas là aujourd'hui. Et en fait, voilà. Je pense que c'est un petit peu mon histoire. L'histoire de votre famille. Et non seulement ils n'ont pas gagné, mais en plus de ça, vous faites rire, vous avez fait rire. La France, on va bien évidemment... On a 2000 questions à vous poser, mais enfin, le temps passe. On va finir bien sûr avec Rabbi Jacob, qui reste quand même un mystère absolu, génération après génération. Il cartonne nos enfants, nos petits-enfants, on le voit. Je vous propose, si vous voulez bien, de regarder quelque chose, et puis on en reparle juste après. Bénissez-moi, oncle Jacob. Je te bénis, David. Bénissez-moi, oncle Jacob. C'est le petit garçon. Extraordinaire. C'est Lionel Spielmann, je l'ai retrouvé. Mon Dieu, incroyable, non? Incroyable, on retrouve ce regard un peu voilé de cet enfant. Non, ce qui est très très beau dans cet extrait, c'est l'émotion de Louis de Funès. C'est quand on voit dans ses yeux, effectivement, ce moment finalement quand même de cet homme raciste, antisémite. Enfin, je ne peux pas vous faire le portrait de Victor Pivert, tout le monde le connaît maintenant, mais c'est ce moment où voilà, c'est transcendé. Il n'y a plus de religion, il n'y a plus de qui est le Dieu de qui, et il y a ce moment d'émotion et que je trouve qui se sent. Ah oui, et puis c'est magnifique parce que chez cet homme qui fait tellement rire, là, il y a une vérité aussi qui est très, très, très bouleversante. On a lu quelque part que vous prépariez Rabbi Jacqueline, mais manifestement, voilà, on essaye. On essaye. On a fait un petit peu le tour. Rabbi Jacqueline, c'est ce titre très, très, très drôle et qui les a beaucoup enflammés, qu'a trouvé Jules, le dessinateur, mon ami Jules. Et puis, vous savez, c'est très très curieux parce qu'on était déjà à l'époque de l'écriture du premier film extrêmement poursuivi par l'actualité. On sait que le film est sorti au moment de la guerre du Kippour. Que ça a été parce qu'on allait vous demander, tout le monde dit, oh là là, aujourd'hui on ne pourrait pas faire Rabbi Jacob, mais c'est impossible à l'époque. C'était pas facile à l'époque. Et aujourd'hui, les religieux, la guerre, le terrorisme. Oui, la violence, le terrorisme, bien sûr le racisme, l'antisémitisme. Aucun pays arabe n'avait signé quoi que ce soit avec l'État hébreu. Enfin, non, c'était une période d'une grande violence déjà. Alors évidemment, ça ne s'est pas arrangé. Et puis, l'actualité est tellement accélérée. En plus, il faut dire aussi tout à coup, tout s'est arrêté avec le Covid, donc on a été un peu déboussolés. Alors, j'espère de tout mon cœur qu'on va finir par y arriver. Mais vous savez, tant qu'on n'a pas un scénario où on se dit... la grande erreur qui se commet souvent, c'est de tourner le film quand même,
Et là, il ne faut pas faire ça. Donc, quand on sera très content, on finira par le faire. Daniel Thompson, vous vous souvenez de cette époque quand vous avez sorti donc en 73 Rabbi Jacob, où j'ai lu quelque part que vous aviez la trouille de mettre les affiches, qu'il y avait vraiment une grosse pression. Qu'est-ce qui vous est tombé dessus avec ce film, de la part des ultra-orthodoxes et même de la part des religieux tout court, et même des juifs, de la communauté juive? Ben, on était d'abord. C'est vrai que c'est un sujet à l'époque, c'est encore aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est un sujet incroyablement risqué, incroyablement hors de ce qui avait jamais été fait finalement dans une comédie en France. Donc d'ailleurs, j'ai lu que votre producteur officiel Poiret avait dit mais c'est impossible un film sur une amitié juive-arabe, je le prends pas. Et c'est le producteur de Costa Gavras. C'était Alain Poiret qui était le grand ami de mon père, qui avait produit beaucoup de ses films, et qui venait de produire La Folie des Grandeurs, qui avait eu un grand succès, qui était un ami, un frère. Et qui a été ahuri quand mon père lui a parlé de cette idée de faire un film sur cette communauté, de demander à De Funès de jouer à faux rabbin. Enfin bon, donc il y aurait des problèmes aujourd'hui aussi avec ça, parce qu'on peut pas jouer un rabbin si on n'est pas juif, on peut pas se déguiser. Enfin aujourd'hui, on est en Israël, il y a des Israéliens arabes qui incarnent des oui, mais en Israël, c'est une grande liberté. Dans le monde entier aujourd'hui, avec cette nouvelle culture woke, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Le personnage de Salomon, qui est joué par Henri Guibet, vous êtes juif, Salomon, il n'est pas juif du tout. Aujourd'hui, vous voyez, ça fait partie des difficultés qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas à l'époque. Oui, mais vous avez été très courageux à l'époque. J'ai l'impression que vous avez dit, allez, on y va. Mais on n'avait pas non plus, cette peur qu'on aurait aujourd'hui du terrorisme et de l'islamisme. Oui. On était pétrifiés à l'idée qu'on dise qu'on avait fait un film antisémite. C'était notre obsession. Mais enfin, on faisait confiance dans l'humour traditionnel, effectivement, le fameux humour juif. On se disait non, ils vont trouver ça drôle, c'est sûr qu'ils vont trouver ça drôle, mais on n'était pas sûr du tout qu'ils allaient trouver ça drôle. Et on voulait certainement pas heurter, évidemment, qui que ce soit, et notamment d'ailleurs ces religieux qu'on ne comprend pas mais qu'on respecte. Donc on était très anxieux quand le film est sorti, et pendant l'écriture aussi. Oui, parce que le contexte en plus politique s'y prêtait pas vraiment. Non. Il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, que tous les figurants juifs étaient en réalité des figurants musulmans. Peut-être des petites anecdotes. C'était un mélange, mais comme effectivement ça a été tourné à Aubervilliers, dans un quartier qui était plutôt un quartier où il y avait une grande immigration, j'imagine que vous savez, mais ça ne posait pas de problème. Tout le monde était content d'être là. On voit les gens dans la rue, ils sont ravis d'être figurants. Ça au moins c'était très joyeux. Pour terminer, on a lu que c'était Louis de Funès finalement qui avait dit à votre père, écoute mon vieux, il faut que tu ailles dans la comédie, il faut que tu écrives quelque chose sur la comédie. Un petit mot sur Louis de Funès pour terminer. Il vous a pris dans ses bras, vous étiez sur ses genoux. Comment il était à la cantine, comment il était sur les plateaux de tournage? Pas pris sur ses genoux parce que j'avais déjà plus l'âge. Non, mais j'imagine que c'était pas du tout ce genre de personnage. Oui, c'était quelqu'un effectivement de très pudique, de très réservé, de totalement différent de ce qu'on le voit jouer au cinéma. Mais c'est vrai, l'anecdote qu'on raconte et qui est vraie, que effectivement il avait joué un petit rôle, puisqu'il a joué beaucoup de petits rôles avant l'explosion magnifique de cette carrière. Il avait joué un petit rôle dans un film que mon père avait tourné avant, qui s'appelait Le Crime ne paie pas. C'était des sketchs différents. Il jouait un barman. Il y avait une scène où c'était avec Daniel Darieux qui était ivre-morte dans son bar. Et mon père, la scène est très drôle, et mon père l'a dirigée avec un bonheur absolu, en étant mort de rire derrière la caméra, en s'empêchant de gâcher la prise parce qu'il éclatait de rire. Et Louis est venu me voir après en disant mais tu fais des films dramatiques, mais tu es doué pour la comédie. Et je crois que c'est ce don qu'il a décelé chez lui a été d'ailleurs
la source de leur grande amitié, parce qu'en fait, sur un plateau, mon père et Louis, avec justement cette espèce d'explosion de rire et de joie qu'il exprimait derrière sa caméra, qui rendait Louis encore meilleur et meilleur et meilleur. Et ça a été une grande source d'entente et d'inspiration pour l'un et pour l'autre. Et ma dernière question, Daniel Thompson, un certain nombre de films de votre papa sont passés en Israël, ils ont été traduits, on a trouvé des affiches en hébreu. Quel est le lien avec ce pays, si vous en avez un? Est-ce qu'il y a eu des hommages à Gérard Houry là-bas? Est-ce que vous y avez été pour le cinéma? Alors, on y est allé on y est allé parce qu'au milieu de l'écriture du scénario de Rabbi Jacob, on a eu une panne horrible. On était arrivé à la moitié du scénario et on était... c'est à peu près le moment du film où ils arrivent à l'aéroport d'Orly. Et on a vraiment eu un passage, il y en a dans toute l'écriture de tous les scénarios, mais là ça a été un blocage, c'est extraordinaire les affiches, un blocage effrayant, et on s'est dit, on était donc, maintenant les gens connaissent le film par cœur, donc on était à l'aéroport d'Orly, on ne savait pas quoi faire. Et on s'est dit, tiens, ils vont peut-être prendre un avion en otage, c'est la grande période des prises d'otages. Et s'ils partaient, ils étaient pris en otage, et s'ils partaient en Israël, et on ne connaissait pas Israël. Et donc, on a appelé notre producteur, et on lui a dit, ben voilà, on voudrait 2 billets pour Tel Aviv la semaine prochaine. Et on est parti donc là-bas. On a passé une quinzaine de jours en Israël, on est allé partout, on a été merveilleusement bien accueillis par les gens de cinéma là-bas qui nous ont baladés, on a eu un séjour de rêve, on a vu beaucoup de choses, on a adoré cette visite, ce voyage, et puis on est rentré à Paris, totalement l'esprit libéré, et on s'est dit, on va aller rue des Rosiers. Et c'est à ce moment-là que la deuxième partie du film a pris son envol. Alors ça a été curieux parce que ça a été une inspiration magnifique, et ça nous a débloqués, mais en fait ça ne devait pas se passer en Israël. C'est formidable. Écoutez, merci mille fois, Daniel Thompson. Merci de m'avoir reçu. Non, merci d'avoir tenu votre parole. Voilà, c'est la fin de Culture. Bye bye.